parvient-il à écrire et comment se développe le processus qui le mène des premiers tracés à l'alphabet? Sans répondre de façon globale à cette question, ce qui dépasserait le champ de mes compétences et qui sera abordé aujourd'hui par d'autres, force est de constater que du dessin articulé initialement une décharge motrice à l'alphabet, l'écriture s'affranchit progressivement de la primauté du corporel pour un mode de représentation secondarisé. Dans le maintien d'une grande proximité à l'expérience corporelle, l'apprentissage de l'écriture, en ses débuts, reste largement tributaire de l'intégration par l'enfant de repères sur le corps ainsi que dans l'espace, ce dont Frédéric Bosz-de-Mirjean nous parlera tout à l'heure. Dans son ouvrage « Le développement sensorimoteur et ses avatars », André Bullinger insiste sur cette fonction de point d'appui du corps comme représentation de l'organisme, base nécessaire à l'activité de toute activité instrumentale, comme fond préalable à l'émergence psychique. Mais de quelle façon, d'un point de vue psychique, ces premiers repères représentatifs en viennent-ils à se constituer? Chez l'enfant, la première potentialité symbolique se constitue à travers sa capacité à substituer une activité de représentation à la discontinuité de l'objet maternel, autrement dit, là encore, à se représenter l'absence. En ce sens, on pourrait dire que c'est le renoncement à un mode de satisfaction révolu, comme refoulement du lien fusionnel à la mère, qui va déclencher à sa suite l'inscription des premières traces mnésiques. Et ceci, beaucoup plus tard, jusqu'à l'entrée de l'enfant dans la plurivalence des significations du code alphabétique. Mouvement devenu forme avant de devenir mot, l'écriture va continuer, pour partie, à s'enraciner dans ce fond primitif. Malgré son inscription linguistique, il me semble qu'elle restera profondément marquée par l'histoire pulsionnelle de l'enfant dans sa relation à l'image du corps, synthèse vivante, comme l'explique Françoise Dolto, de nos expériences émotionnelles. D'où à la fois l'ambiguïté de l'écriture, c'est vrai, elle est à la fois concrète comme trace et abstraite comme code, et ce en quoi elle reste profondément expressive de la personnalité d'un sujet. Non dégagés de leur prégnance fantasmatique et du vécu corporel, les premiers dessins de lettres se caractérisent par leur caractère fortement anthropomorphisé, qui imprègne de sa charge projective le graphisme de l'enfant en début d'apprentissage. Selon Ajuri Aguera, je cite, « Les signes dont est constituée l'écriture sont diversement appréhendés par les différents types d'enfants. Certains utilisent ces formes en tant qu'objet et non pas en tant que symbole, c'est-à-dire en tant que tracés figuratifs non verbaux et les aiment comme tels. Du fait de la signification inconsciemment associée à leur forme, certaines lettres seront plus susceptibles que d'autres de réactiver chez l'enfant des mouvements de régression. Comme l'écrit la psychanalyste et graphothérapeute Marie-Alice Dupasquier, l'enfant pris, je cite, dans une relation de double projeté, pourra alors retrouver dans son tracé sa propre concrétude. Condition de réalisation de la forme, l'intégration motrice des mouvements du corps, amorcée chez l'enfant dès l'âge de 2 ans, avec la possibilité progressive pour lui de contrôler visuellement son tracé, se rejoue lors de l'entrée dans l'écriture. D'une certaine manière, il me semble que l'apprentissage calligraphique va interpeller chez l'enfant, d'un point de vue psychique, la solidité de ce temps inaugural que constitue l'étape du miroir. Alors, je rappelle que selon le psychanalyste Jacques Lacan, cette étape correspond à ce moment où, dans une première ébauche du moi, l'enfant,
entre 9 et 18 mois, s'identifie à l'image du semblable comme forme totale. De même, en ce qui concerne beaucoup plus tard son passage à l'écriture, la capacité de l'enfant, inhérent à l'apprentissage, à appréhender l'unité de la forme graphique, dont je fais l'hypothèse qu'elle est le support imagé de son unité corporelle, de même que dans la maîtrise du geste, la possibilité pour l'enfant de sa réalisation effective fera suite, comme dans l'étape du miroir, à un état d'impuissance et d'incoordination graphomotrice, ainsi qu'à une perception de la lettre morcelée. Ce mouvement d'extraction propre au stade du miroir, entre un avant pulsionnel et un après inscrit dans l'asymétrie et la différenciation, après, à la sortie de l'étape du stade du miroir, l'enfant est en effet capable de se poser dans une identité séparée, il est capable de dire « je », trouve donc sa correspondance dans l'écriture, écrire, comme l'explique le psychanalyste Joël Clerget, qui s'est beaucoup intéressé à l'écriture, supposant de ne pas être identifié à ses traces. À travers le jeu désormais possible des liaisons constitutives du mot et de la nomination, c'est un peu comme si ce dégagement de l'image autorisait du même coup l'entrée de l'enfant dans la signification et le code phonétique, dans le nom, dans le verbe, extrayant du même coup l'écriture de l'analogique dont elle était porteuse, l'écriture dans les premiers temps ayant valeur d'image. D'un point de vue psychique, ça n'est sans doute pas anodin si l'apprentissage calligraphique couvre la période de latence, étape de répression partielle du sexuel qui ouvre l'enfant à des sublimations et au plaisir de fonctionnement du moi. C'est l'âge du primaire, l'âge de l'entrée en école primaire. En règle générale, cette période est censée s'offrir comme une période de calme et d'équilibre relatif, propice aux investissements extérieurs, extrascolaires, mais aussi scolaires. Ce que vient très bien illustrer, me semble-t-il, l'intérêt nouveau de l'enfant pour l'écriture, son accès progressif à l'abstraction alphabétique et son intégration possible des exigences syntaxiques, de la loi syntaxique. En articulation avec le développement général de l'enfant, Ajuriaguera envisage la croissance de l'écriture dans le dépassement progressif des difficultés motrices et formelles qui, on l'a vu, la caractérisent au début. Alors, je veux dire quelques mots comme ça de ces trois étapes qui ont été isolées par Ajuriaguera et montrer combien elles s'intègrent dans le développement psychique de l'enfant. Donc, témoin de la motricité de l'enfant, l'écriture reflète dans sa forme précalligraphique, c'est-à-dire l'enfant à 6 ans, 7 ans, 8 ans, la fragilité des processus de secondarisation, encore effective à cette période de la vie, est repérable graphiquement dans la reproduction maladroite de la lettre. En se débarrassant de ces maladresses majeures, l'écriture, entre 8, 9 et 10 ans, se régule. Dupasquier parle de sage écriture cursive, témoin du remaniement pulsionnel dans le sens d'un apaisement. À 10, 12 ans, la consolidation du refoulement se retrouve dans l'amenuisement de la participation corporelle dans le geste graphomoteur. Dorénavant, l'écriture est appréhendée comme instrument social et de transmission. À l'image de l'enfant pubère, puis de l'adolescent, elle se personnalise et, dans un souci de rapidité et d'efficacité, elle évolue de la discontinuité à la continuité. À partir d'un échantillon de 1264 écritures, Adeline Éloy, Corinne Noguès, Godelaine Legris et leur groupe de recherche constatent de même une plus grande hétérogénéité des graphismes enfantins, ainsi que la propension des enfants d'âge primaire à se conformer de moins en moins au modèle. Travail de recherche dont elles vous parleront tout à l'heure. Les auteurs mettent en relation cette évolution avec un enseignement de l'écriture qui, au niveau de l'éducation nationale, a changé, en lien à une représentation de l'écriture qui, elle aussi, n'est plus la même.
on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera aussi sans doute tout au long de cette journée. Hein. Je pensais à l'arrivée des nouvelles technologies, des tablettes, tout ce que ça peut venir effectivement, tout ce que cette nouvelle technologie qui va venir bouleverser comme représentation des